Le pacte national énergétique pour Madagascar a été signé lors du sommet de l'Afrique sur l'énergie. Il prévoit des investissements de 7,2 milliards de dollars. Cependant, des doutes existent sur sa faisabilité en raison du faible taux de croissance économique du pays qui pourrait rendre difficile la mobilisation des fonds nécessaires, a déclaré le directeur de cabinet de la présidence sous un précédent régime. La ville de Tuliar est sous les eaux suite au passage du cyclone Elvis. Malgré ce, les habitants ont continué à vaquer à leurs occupations. Le pacte national énergétique pour Madagascar a été signé hier lors du sommet de l'Afrique sur l'énergie. L'objectif est de donner accès à l'électricité à 80% de la population et de doter 50% des foyers d'équipements de cuisson propres d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, Madagascar mettra l'accent sur le développement des énergies renouvelables. Ce pacte énergétique prévoit la mise en œuvre de nombreux projets nécessitant un investissement de 7,2 milliards de dollars, soit 1,2 milliard de dollars par an pendant 6 ans. Le directeur de cabinet de la présidence, Soulair Atirak, a exprimé cependant des doutes quant à la réalisation de ces ambitions en raison d'un faible taux de croissance économique qui ne permettrait pas de mobiliser les fonds nécessaires. Le pacte énergétique dit à 1,2 milliard de dollars par an. Ce pacte énergétique nécessite un investissement de 1,2 milliard de dollars par an, soit 6,6% du PIB annuel. Pourtant, le taux de croissance actuel de notre PIB n'est que de 5%. Comment pourrions-nous consacrer une telle part du PIB à ce pacte, alors même que notre croissance reste faible, même en ayant recours à l'emprunt? De plus, des financements d'environ 1,5 milliard de dollars, soit 8% du PIB, avaient été alloués aux projets Saoufik et Vouloubé, mais nous n'avons pas réussi à les concrétiser. Comment espérer mener à bien ce pacte, qui représente au total 7,2 milliards de dollars, soit 40% du PIB, si le président ne parvient pas à assurer une croissance économique suffisante pour soutenir de telles dépenses? Il est difficile de croire en la faisabilité du projet. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il est légitime d'en douter. Afin de mettre en œuvre ce projet, Andra Dzwelna a lancé un appel massif aux investisseurs. Selon ce pacte national, 60% du financement nécessaire proviendra du secteur privé, 10% du budget de l'État et 30% de prêts et de subventions de partenaires internationaux. Toutefois, cette stratégie d'endettement supplémentaire soulève des interrogations quant à la capacité de remboursement du pays, compte tenu de la situation économique actuelle. La question de trouver des partenaires prêts à accorder de nouveaux prêts se pose également. Source de financement Peu importe la source de financement, si le FMI et la Banque mondiale limitent nos emprunts à 3 cents ou 400 millions de dollars, c'est parce qu'ils savent que notre économie ne pourra pas supporter un endettement plus important. Pourra-t-elle réellement absorber un tel investissement, qu'il provienne du secteur privé, des fonds propres ou des partenaires? Peut-on raisonnablement envisager d'emprunter 6% du PIB par an? Aujourd'hui, nous peinons déjà à attirer des investisseurs, car ils sont conscients des difficultés économiques du pays. Personne ne nous prêtera 7,2 milliards de dollars sans garantie. Les bailleurs veulent être certains que leur argent sera remboursé. Si cette question n'est pas clairement résolue, il est difficile de croire à la réalisation de cette vision. La seule condition déterminante est de savoir si notre économie peut supporter un tel endettement, et non de se fier aux déclarations de tel ou tel. Le 28 janvier dernier s'est clôturé le 2e jour du sommet africain de l'énergie à Dar es Salaam, auquel ont participé 32 chefs d'État africains. Andra Dzwelna a déjà participé à des événements et tables rondes pour la résolution des problèmes d'électricité à Madagascar. Cependant, les coupures d'électricité se multiplient et le nombre de personnes ayant accès à l'électricité diminue, surtout en milieu rural. Les attentes sont donc grandes quant à la mise en œuvre du pacte énergétique et à sa capacité à améliorer l'accès à l'électricité pour tous les Malgaches.
Le régime actuel est tributaire d'aide étrangère. La récente décision du président américain de suspendre l'aide américaine, notamment via l'USAID, va ainsi avoir un impact significatif sur Madagascar, a souligné le Rajana syndical aujourd'hui. Cette décision touche de nombreux secteurs, en particulier le secteur textile, qui bénéficie de l'AGOA. La suppression des avantages accordés par l'AGOA pourrait entraîner de nombreuses pertes d'emplois à Madagascar. Cette situation qui était prévisible devrait pousser les dirigeants à prendre des décisions stratégiques pour exploiter pleinement les ressources nationales au bénéfice de la population. Il est essentiel de sortir de cette dépendance aux aides étrangères et de cesser d'attendre indéfiniment des solutions venues d'ailleurs. Les États-Unis privilégient avant tout leurs propres intérêts. Nous aussi, nous devons agir en fonction de nos ressources, les valoriser et encourager la création d'entreprises locales. Nous avons déjà vécu une situation similaire. Suspension de la GOA, qui a laissé des milliers de travailleurs sans emploi, sans solution. Alors qu'ils n'ont pas de politique claire en matière de création d'emplois, les dirigeants accentuent la pression fiscale sur le secteur privé, qui est pourtant censé générer des emplois pour les jeunes. Cette politique risque d'étouffer l'initiative privée et de freiner la création d'emplois. Nous n'avons pas de politique efficace en matière de création d'emplois. Les dirigeants pensent à tort que c'est à eux de créer des emplois, alors que cette mission revient au secteur privé. Leur rôle devrait être de soutenir et d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent se développer et embaucher. Il faut alléger les charges qui pèsent sur ces entreprises, au lieu de les accabler par une fiscalité excessive, ce que nombre d'entre elles dénoncent. Ces problèmes nécessitent un changement de stratégie. La population attend de voir si les dirigeants ont une vision claire en matière d'emploi ou s'ils se contenteront d'aides ponctuelles temporaires. Rappelons que l'AGOA, une loi qui favorise les exportations des pays africains vers les États-Unis, a été adoptée en 2000 et a été prorogée de 10 ans en juin 2015. Cette loi a permis de créer des milliers d'emplois sur le continent africain, surtout à Madagascar. Les travailleurs malgaches sont donc particulièrement menacés par la suppression de ces avantages, ce qui pourrait entraîner une hausse du chômage, selon encore les explications. À Touliar, le passage du cyclone tropical intense Elvis a provoqué une forte montée des eaux. Malgré la crue, les habitants ont continué leurs activités quotidiennes. À 9h du matin, l'épicentre du cyclone Elvis se trouvait à environ 142 km au sud-ouest d'Itampoul, dans le district d'Ampani. Les vents associés à ce cyclone atteignaient en moyenne 90 km par heure, selon les dernières prévisions météorologiques. Les prévisions annoncent également une intensification des précipitations et des vents associés au cyclone Elvis au cours des prochaines 24 heures, particulièrement dans les régions du sud-ouest et du sud de Madagascar. Par conséquent, des perturbations importantes de la navigation maritime sont à prévoir dans ces zones et une alerte rouge a été émise pour les régions concernées. À Ifas, sur la RN6, les coûts de transport des véhicules ont grimpé à au moins 300 000 arias, selon le type de voiture. Les transporteurs subissent d'importantes pertes financières, non seulement en raison de ces frais élevés, mais aussi à cause de la dégradation des routes qui endommagent fréquemment leurs véhicules. Pendant ce temps, les autorités semblent inertes et ne prennent aucune mesure pour remédier à la situation. Ni l'amélioration des infrastructures, ni la mise à disposition d'équipements adaptés pour le transportement, ni la régulation des tarifs ne sont envisagés. Nous avons dû payer 300 000 ariars pour faire traverser un véhicule. Ce service est assuré par des particuliers, et non par l'État. Pour chaque marchandise transportée à 5 000 ariars, 1000 ariaris sont prélevés uniquement pour le transbordement. Si la destination est Diego, un second transbordement est nécessaire à Mahavav, ce qui entraîne encore plus de pertes. Et pourtant, on nous demande maintenant de baisser les tarifs du transport. Si cette baisse devient obligatoire, ce sera difficile à supporter financièrement, au point que nous pourrions être contraints d'abandonner ce métier.
Les passagers, tout comme les chauffeurs, se plaignent de l'augmentation des coûts de transportement sur la route nationale 6. Les frais de traversée en bac pour personnes, combinés aux frais de transport et aux dépenses liées à la nourriture, peuvent atteindre 200 000 $ par personne pour un trajet entre Atananarivo et Atsaranan. On transbordement 3 fois. Nous devons effectuer 3 transbordements, ce qui complique énormément le trajet. Nos frais de transport depuis là-bas jusqu'ici s'élèvent à 700 000 $, sans compter les dépenses pour la nourriture. Rappelons qu'en mars 2024, les ponts d'Ifas et de Mahavavi, situés sur la route nationale 6, ont été endommagés par les intempéries, soit depuis plus de 10 mois. Les usagers de cette route sont depuis confrontés à d'énormes difficultés. En plus de la destruction des ponts, la dégradation de la route entraîne une usure prématurée des pneus. Les conducteurs rapportent que des pneus qui duraient auparavant 6 mois ne tiennent plus que 3 mois. Malgré ces difficultés, les transporteurs hésitent à augmenter leurs tarifs par crainte de pénaliser davantage la population déjà fragilisée par la hausse du coût de la vie, notamment le prix du riz qui atteint 1400 $ le kilo dans le nord de l'île. Chaque année, entre le 21 janvier et le 19 février, les Chinois célèbrent le Nouvel An lunaire. Cette année, les festivités ont débuté aujourd'hui 29 janvier et dureront 15 jours, se terminant par la fête des lanternes. Certains pays asiatiques appellent cette célébration le Nouvel An lunaire pour souligner les spécificités culturelles de cette fête. Ce Nouvel An est associé au signe du serpent de bois, symbolisant la sagesse, la méditation et le calme. Cette célébration n'est pas réservée à la Chine, mais est partagée par toutes les communautés chinoises du monde entier. Heureuse fête du serpent de bois à tous les Chinois.